Le 24 décembre 1988, une petite fille de 9 ans nommée Léa Fontaine disparaît après la messe de Noël dans le 5e arrondissement de Lyon. Elle portait autour du cou une médaille religieuse gravée à son nom, un cadeau précieux de sa grand-mère décédée. Pendant 31 ans, cette médaille reste introuvable, tout comme l'enfant. Puis, en décembre 2019, lors de la démolition d'un ancien cinéma abandonné, un ouvrier découvre cette médaille dans un endroit où personne n'aurait jamais pensé chercher. Cette découverte va déclencher une enquête qui révélera une vérité que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Comment cette médaille s'est-elle retrouvée là? Et surtout, que s'est-il réellement passé cette nuit de Noël, il y a plus de 3 décennies? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, fin des années 80. La ville connaît une période de transformation urbaine importante. Le 5e arrondissement, avec ses collines et ses rues étroites, conserve encore ce charme d'une France traditionnelle. Les familles se connaissent, les commerçants appellent leurs clients par leur prénom, et les événements religieux rythment encore la vie du quartier. La famille Fontaine habite rue de la Favorite, dans un immeuble modeste mais bien entretenu. Claire Fontaine, 34 ans, enseigne à l'école primaire du quartier. C'est une femme douce, méthodique, qui consacre sa vie à ses élèves et à ses 2 enfants. Michel Fontaine, 37 ans, travaille comme comptable dans une entreprise de textile du 2e arrondissement. C'est un homme discret, presque effacé, qui parle peu mais observe beaucoup. Le couple s'est marié jeune, par amour mais aussi par convention, comme on le faisait encore à cette époque. Leurs enfants sont leur fierté. Julien, 14 ans, est un adolescent sérieux, presque trop mature pour son âge. Il aide sa mère avec les courses, surveille sa petite sœur après l'école et obtient d'excellentes notes au collège. Ses professeurs le décrivent comme un garçon responsable, peut-être un peu trop soucieux de bien faire. Léa, 9 ans, est son contraire. Vive, curieuse, elle pose 1000 questions par jour. Elle adore dessiner, collectionne les images pieuses qu'elle échange avec ses camarades et rêve de devenir vétérinaire pour soigner les animaux abandonnés. La médaille que porte Léa n'est pas un simple bijou. C'est une médaille de la Vierge Marie en argent, gravée au dos avec les mots suivants. À Léa, avec tout mon amour, grand-mère Marguerite, Noël 1986. Marguerite Fontaine, la mère de Michel, était une femme pieuse qui assistait à la messe chaque dimanche. Elle est décédée en mars 1988 d'une crise cardiaque, laissant un vide immense dans la famille. Pour Léa, cette médaille représente bien plus qu'un souvenir. C'est un lien tangible avec la grand-mère qu'elle adorait. Elle ne l'enlève jamais, même pour dormir. Le quartier où vit la famille est typique de Lyon. Les immeubles de 4 ou 5 étages s'alignent le long de rues en pente. En hiver, le brouillard monte souvent de la Saône, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et familière. Les habitants se croisent chez le boulanger, à la pharmacie, devant l'école, on se salue, on échange des nouvelles, on se plaint du temps ou de la circulation. C'est une vie de quartier authentique, où chacun connaît les affaires des autres sans nécessairement s'en mêler. L'église Saint-Just, où la famille Fontaine se rend régulièrement, se trouve à 10 minutes à pied de leur domicile. C'est une belle église du 19e siècle, avec ses vitraux colorés et son orgue imposant. Le curé, l'abbé Vincent Marchand, âgé de 52 ans, connaît bien la famille. Il a baptisé Léa, lui a fait faire sa première communion et apprécie particulièrement la ferveur religieuse de cette petite fille qui pose toujours des questions intelligentes sur les évangiles. En cette fin d'année 1988, l'atmosphère est particulière en France. Le pays se prépare à célébrer le bicentenaire de la Révolution française l'année suivante. À Lyon, on parle aussi beaucoup de l'affaire du sang contaminé qui commence à émerger. Mais pour la famille Fontaine, comme pour beaucoup d'autres, Noël reste une fête sacrée, un moment de rassemblement familial et de célébration religieuse. Claire prépare le réveillon depuis plusieurs jours.
Elle a commandé une dinde chez le boucher, acheté des marrons glacés chez le confiseur et passé des heures à confectionner une bûche de Noël. Michel a installé un petit sapin dans le salon, décoré avec les ornements que la famille accumule depuis des années. Julien a fabriqué une crèche en carton pour l'école et l'a rapportée à la maison avec fierté. Léa, elle, compte les jours en ouvrant chaque matin une case de son calendrier de l'Avent. Le soir du 24 décembre approche avec cette excitation particulière qui précède les fêtes. Dans l'appartement des Fontaines, l'odeur de la dinde qui commence à cuire se mélange au parfum du sapin. Léa porte sa plus belle robe, rouge avec un col blanc, que Claire a acheté spécialement pour l'occasion. Elle touche constamment sa médaille, comme elle le fait toujours quand elle est nerveuse ou excitée. La messe de Noël est à 20h, et toute la famille s'apprête à partir ensemble. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette soirée qui commence dans la joie et l'anticipation va basculer dans le cauchemar. Dans quelques heures, Léa Fontaine ne sera plus là. Et pendant 31 ans, sa disparition va hanter non seulement sa famille, mais tout le quartier, toute la ville. Là, le 24 décembre 1988, à 19h30, la famille Fontaine quitte l'appartement de la rue de la Favorite. Il fait froid ce soir-là, environ 2 degrés Celsius, et un léger brouillard commence à monter de la rivière. Claire a insisté pour que les enfants mettent leurs écharpes et leurs gants. Léa proteste un peu. Elle trouve que son écharpe cache sa belle robe, mais elle obéit finalement. Le trajet jusqu'à l'église prend exactement 12 minutes à pied. La famille emprunte toujours le même chemin. Ils descendent la rue de la Favorite, tournent à droite sur l'avenue du Point du Jour, puis montent la rue des Maccabées jusqu'à l'église. Ce soir-là, les rues sont animées. D'autres familles se dirigent également vers l'église. On se salue au passage, on échange des vœux de joyeux Noël. Léa marche entre ses parents tenant la main de sa mère. Julien suit derrière, les mains dans les poches, perdu dans ses pensées d'adolescent. Ils arrivent à l'église à 19h42. Claire se souvient précisément de l'heure, car elle a consulté sa montre en entrant, inquiète d'être en retard. L'église est déjà presque pleine. L'abbé Marchand accueille les fidèles à l'entrée, serrant des mains, embrassant des joues. Il sourit à Léa et complimente sa belle robe. La petite fille rougit de plaisir. La famille s'installe sur un banc, vers le milieu de l'église, sur le côté droit. C'est leur place habituelle. De là, ils ont une bonne vue sur l'autel et peuvent entendre l'orgue sans être trop près des haut-parleurs. Léa s'assoit entre sa mère et son frère. Michel prend place à côté de Claire. Autour d'eux, ils reconnaissent des visages familiers. Madame Blanchard, la pharmacienne, avec son mari et leurs 3 enfants. Monsieur Legrand, le boulanger, accompagné de sa mère âgée, la famille Duval au complet, 6 personnes sur 2 bancs. La messe commence à 20h précises. L'abbé Marchand célèbre avec sa ferveur habituelle. Les chants de Noël résonnent sous les voûtes, accompagnés par l'orgue que joue Madame Schneider, une professeure de musique à la retraite. Douce nuit, sainte nuit, il est né le divin enfant. Minuit chrétien. Léa chante de tout son cœur, sa petite voix claire se mélangeant à celle des autres fidèles. Claire la regarde avec tendresse, touchée par la piété sincère de sa fille. La messe se déroule normalement pendant 1h30. Il y a la lecture des textes, l'homélie de l'abbé Marchand sur la naissance de Jésus et le message d'amour qu'elle porte, la communion. Léa, qui a fait sa première communion l'année précédente, se rend à l'autel avec sa mère. Elle revient à sa place, les mains jointes, le visage recueilli. Vers 21h15, Léa chuchote quelque chose à l'oreille de sa mère. Claire se penche vers elle. L'enfant lui dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Claire hésite. La messe n'est pas encore terminée. Il reste encore une 20aine de minutes. Mais elle connaît sa fille. Quand Léa dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, c'est qu'elle ne peut vraiment pas attendre. Claire acquiesce et se lève discrètement. Léa sort du banc et se dirige vers le fond de l'église. C'est Julien qui, des années plus tard, se souviendra d'un détail crucial. Au moment où Léa passe devant lui pour sortir du banc, il la regarde. Elle lui sourit, un petit sourire complice. Il remarque que sa médaille brille à la lumière des bougies. Il pense que sa petite sœur est vraiment jolie ce soir dans sa belle robe rouge. C'est la dernière image qu'il aura d'elle.
une petite fille de 9 ans qui sourit à son grand frère pendant la messe de Noël. Les toilettes de l'église se trouvent dans une petite annexe sur le côté droit du bâtiment, accessible par une porte qui donne sur un couloir. Il faut sortir de la nef principale, traverser le couloir, et les toilettes sont au fond. C'est un trajet que Léa connaît bien, elle l'a fait des dizaines de fois. À cette heure de la messe, avec presque tous les fidèles dans la nef, le couloir est désert et silencieux. Claire attend environ 5 minutes, puis 10. Elle commence à s'inquiéter. Elle chuchote à Michel que Léa tarde à revenir. Michel lui dit de ne pas s'inquiéter, l'enfant a peut-être attendu qu'il n'y ait personne pour sortir des toilettes, par timidité. Mais au bout de 15 minutes, Claire ne tient plus. Elle se lève et sort du banc à son tour. Elle marche rapidement vers le fond de l'église, traverse le couloir, arrive aux toilettes. Elle frappe doucement à la porte. Pas de réponse. Elle pousse la porte. Les toilettes sont vides. Le cœur de Claire commence à battre plus fort. Elle retourne dans le couloir, regarde autour d'elle. Personne. Elle revient dans la nef, cherche des yeux sa fille parmi les fidèles. Peut-être que Léa est revenue par un autre chemin et s'est assise ailleurs. Elle scrute chaque banc, chaque visage d'enfant. Léa n'est nulle part. Claire retourne près de Michel et lui murmure que Léa n'est pas aux toilettes. Michel fronce les sourcils. Il se lève à son tour, sort de l'église par une porte latérale qui donne sur le parvis. Peut-être que Léa est sortie prendre l'air. Dehors, il fait maintenant très froid et le brouillard s'est épaissi. Le parvis est éclairé par quelques lampadaires. Michel appelle doucement. « Léa ? Léa ?» Sa voix se perd dans le brouillard. Personne ne répond. À 21h45, la messe se termine. Les fidèles sortent progressivement de l'église, échangeant des vœux, se serrant la main. Michel et Claire sont maintenant tous les deux dehors, cherchant frénétiquement leur fille. Ils questionnent les gens. « Avez-vous vu une petite fille en robe rouge ? Vous n'auriez pas vu notre fille ?» Les visages deviennent inquiets. Personne n'a vu Léa. L'abbé Marchand est informé. Il organise immédiatement une fouille de l'église. Une trentaine de personnes se répartissent pour inspecter chaque recoin. La sacristie, les toilettes, les couloirs, même le clocher. On appelle le nom de Léa encore et encore. L'écho résonne sous les voûtes. Mais l'enfant ne répond pas. Elle n'est plus dans l'église. Julien, pendant ce temps, reste figé sur le banc. Il ne comprend pas ce qui se passe. Sa petite sœur était là il y a 20 minutes et maintenant tout le monde la cherche. Il se lève finalement et sort rejoindre ses parents. Il voit sa mère, le visage décomposé, qui répète « Elle était là, elle était juste là ». Son père court dans toutes les directions, scrutant les rues adjacentes, appelant le nom de sa fille. À 22h15, quelqu'un a la présence d'esprit d'appeler la police. 2 agents du commissariat du 5e arrondissement arrivent rapidement. Ils prennent les premières dépositions. Description de l'enfant. 9 ans, 1,30 m environ, cheveux châtains mi-longs, yeux marrons, robe rouge avec col blanc, manteau bleu marine, écharpe grise, médaille religieuse en argent autour du cou. Dernière fois vue, vers 21h15, se dirigeant vers les toilettes de l'église. Les policiers organisent une fouille plus systématique du quartier. Des habitants se joignent spontanément aux recherches. On inspecte les rues, autour de l'église, les allées, les passages, les cours d'immeubles. On sonne aux portes, on réveille des gens, on demande si quelqu'un a vu quelque chose. Le brouillard complique les recherches, réduisant la visibilité à quelques mètres. À minuit, alors que les cloches sonnent pour célébrer Noël, Léa Fontaine n'a toujours pas été retrouvée. Claire est en état de choc, incapable de parler cohérentement. Michel, lui, a pris un contrôle presque inquiétant sur ses émotions. Il répond aux questions des policiers avec une précision mécanique, donnant tous les détails qu'il peut sur sa fille, sur la soirée, sur le déroulement exact des événements. Julien est assis sur les marches de l'église, tremblant de froid et d'angoisse. L'inspecteur Laurent Garnier, 42 ans, arrive sur place vers 1h du matin. C'est lui qui prend en charge l'enquête. Garnier est un homme expérimenté, qui a déjà travaillé sur plusieurs cas de disparition. Il comprend immédiatement la gravité de la situation. Une enfant de 9 ans qui disparaît pendant une messe de Noël, dans une église pleine de monde, sans que personne ne voie rien. C'est extrêmement troublant. Garnier interroge l'abbé Marchand.
Y a-t-il d'autres sorties que les portes principales? Oui, il y a une porte de service qui donne sur une petite rue derrière l'église. Cette porte est-elle fermée à clé? En principe, oui, mais l'abbé n'en est pas certain. Ils vont vérifier. La porte est effectivement déverrouillée. Elle grince légèrement quand on l'ouvre. Elle donne sur une ruelle étroite, mal éclairée, qui longe l'arrière de l'église et rejoint une rue plus large, 50 mètres plus loin. C'est là, dans cette ruelle, que se concentrent les premières investigations. Des traces de pas dans la mince couche de givre qui recouvre le sol. Il y en a plusieurs, impossibles à identifier avec certitude. Des témoins qui auraient vu quelque chose. On interroge les habitants des immeubles qui donnent sur cette ruelle. Une femme, Madame Caron, 82 ans, qui habite au premier étage, dit avoir entendu une voiture démarrer rapidement vers 21h30. Mais elle n'a rien vu, elle était devant sa télévision. Au petit matin du 25 décembre, alors que le jour se lève sur Lyon, Léa Fontaine est toujours portée disparue. Les recherches se sont intensifiées pendant la nuit. Des équipes cynophiles ont été appelées. Des chiens reniflent les rues, les parcs, les berges de la Saône. Mais ils ne trouvent aucune piste exploitable. C'est comme si la petite fille s'était volatilisée. Les journaux du lendemain feront leur une sur cette disparition. Une enfant disparaît pendant la messe de Noël à Lyon. Les télévisions locales diffusent la photo de Léa, celle de la rentrée scolaire de septembre. On voit une petite fille souriante, avec des taches de rousseur sur le nez et une expression malicieuse. La photo sera placardée dans toute la ville. Des centaines de personnes appelleront le commissariat pour signaler des informations, la plupart inutiles, quelques-unes intrigantes, mais sans suite. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que la médaille de Léa, cette médaille gravée qui ne quitte jamais son cou, va devenir l'élément central d'un mystère qui ne sera résolu que 31 ans plus tard, quand un ouvrier la découvrira dans un endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver. Les jours qui suivent le 24 décembre 1988 sont les plus sombres que la famille Fontaine ait jamais connus. L'appartement de la rue de la Favorite, qui résonnait encore la veille des rires de Léa, est maintenant plongé dans un silence de mort. La dinde de Noël, retrouvée carbonisée dans le four le lendemain matin, finit à la poubelle. Les cadeaux sous le sapin restent emballés. Celui destiné à Léa, une maison de poupée que Michel a mis des semaines à choisir, reste dans son coin, accusateur. Claire ne retourne pas enseigner à l'école après les vacances de Noël. Elle obtient un arrêt maladie, puis un autre, puis un congé pour dépression. Un congé? Elle passe ses journées dans la chambre de Léa, assise sur le petit lit, serrant contre elle le lapin en peluche préféré de sa fille. Elle ne pleure même plus. C'est pire que des larmes. C'est une absence totale de vie dans son regard. Michel, lui, retourne au travail dès la première semaine de janvier. Il a besoin de cette routine, de ces chiffres alignés dans des colonnes, de cette normalité artificielle. Ses collègues ne savent pas quoi lui dire. Ils évitent son regard, murmurent dans son dos. Julien reprend le collège mi-janvier. C'est un cauchemar. Les autres élèves le regardent avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Certains lui posent des questions. « Alors, elle est morte, ta sœur? On va retrouver son corps ?» D'autres l'évitent, comme si le malheur était contagieux. Ses notes, autrefois excellentes, chutent brutalement. Il ne peut plus se concentrer. En cours d'histoire, quand le professeur parle de n'importe quoi, il voit le visage de Léa. En cours de mathématiques, il calcule combien de minutes depuis sa disparition. Combien d'heures? Combien de jours? Mais ce qui ronge Julien plus que tout, c'est la culpabilité. Une culpabilité qui va le dévorer pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'il sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Quelque chose qu'il n'a jamais dit à la police. Quelque chose qui le réveille en sueur chaque nuit. Ce soir-là, quand Léa est sortie du banc pour aller aux toilettes, Julien a vu quelqu'un d'autre se lever quelques secondes après elle. Un homme assis 3 rangs derrière eux. Julien l'avait remarqué pendant la messe parce que l'homme avait toussé plusieurs fois, une toux sèche qui résonnait dans l'église. Quand Léa est sortie, l'homme s'est levé et est parti dans la même direction. Sur le moment, Julien n'y a pas prêté attention. L'homme allait probablement aux toilettes lui aussi, mais maintenant, ce souvenir le hante.
Et s'il y avait un lien? Et s'il avait dû dire quelque chose? Pendant des semaines, Julien se débat avec cette information. Devrait-il en parler à la police? Mais que dirait-il exactement? J'ai vu un homme se lever après ma sœur. Ce n'est rien. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est même pas un indice. Des dizaines de personnes ont dû se lever pendant la messe. Et puis, s'il parle maintenant, pourquoi n'a-t-il pas parlé plus tôt? On pourrait croire qu'il invente, qu'il essaie d'aider l'enquête en créant de fausses pistes. Alors Julien se tait, et ce silence devient un poids qu'il portera toute sa vie. L'enquête de l'inspecteur Garnier se poursuit méthodiquement. Il interroge tous les fidèles présents à la messe, plus de 200 personnes. Il établit un plan précis de l'église, note où chacun était assis, qui a bougé, qui est sorti, à quel moment. Il fait analyser la porte de service, cherche des traces d'effraction. Rien. Il épluche les antécédents de toutes les personnes présentes, vérifie si quelqu'un a un casier judiciaire, des antécédents pour des affaires impliquant des enfants. Rien de significatif. Une piste émerge brièvement en février. Un homme du quartier, Daniel Leroy, 45 ans, sans emploi, a été vu plusieurs fois traînant près de l'école où enseignait Claire. Il a été condamné 10 ans plus tôt pour exhibitionnisme. Garnier l'interroge pendant des heures. Leroy nie farouchement toute implication. Il était chez lui le soir du 24 décembre, il a un alibi. Sa sœur, qui vit avec lui, confirme qu'ils ont passé la soirée ensemble. L'appartement de Leroy est fouillé de fond en comble. On ne trouve rien qui puisse le relier à la disparition de Léa. La piste est abandonnée. Une autre théorie se développe. Et si Léa avait fugué? Mais pourquoi une enfant de 9 ans, heureuse dans sa famille, ferait-elle une fugue pendant la messe de Noël? Garnier vérifie quand même. Il contacte les gares, les compagnies de bus. Il fait circuler la photo de Léa dans toute la France. Des signalements arrivent de partout. On a vu une petite fille qui lui ressemble à Marseille, à Paris, à Bordeaux. Chaque signalement est vérifié. Chaque fois, c'est une fausse alerte. Les mois passent. Puis, les années. L'enquête reste officiellement ouverte, mais les moyens diminuent progressivement. Garnier a d'autres affaires. La vie continue, cruelle et indifférente. Les journaux ne parlent plus de Léa Fontaine. Les habitants du quartier pensent de moins en moins à cette petite fille disparue, sauf sa famille. Claire sort peu à peu de sa dépression, ou du moins apprend à vivre avec. Elle retourne enseigner en septembre 1989. Mais elle n'est plus la même. Les autres instituteurs remarquent qu'elle sursaute chaque fois qu'une enfant sort de la classe pour aller aux toilettes. Qu'elle compte et recompte ses élèves pendant les sorties scolaires. Qu'elle a toujours l'air d'attendre quelque chose, ou quelqu'un. Dans l'appartement de la rue de la Favorite, la chambre de Léa devient un sanctuaire. Claire refuse qu'on y touche quoi que ce soit. Les dessins de Léa restent punaisés au mur. Ses vêtements restent dans l'armoire. Son cartable est posé au pied du lit avec ses cahiers de classe encore dedans. Chaque année, le 24 décembre, Claire allume une bougie dans cette chambre et y passe la soirée. Michel, lui, trouve des excuses pour ne pas être là. Il prétend avoir du travail supplémentaire, des obligations professionnelles. En réalité, il ne supporte pas de voir cette chambre, de se souvenir. Le couple ne divorce pas, mais leur mariage devient une coquille vide. Ils partagent le même appartement, mangent à la même table, mais ne se parlent presque plus. Chacun vit avec son propre chagrin, incapable de le partager avec l'autre. Le lit conjugal devient un no man's land. Claire dort souvent dans la chambre de Léa. Michel s'endort sur le canapé devant la télévision. Julien, lui, grandit avec le poids de son secret. Il termine le collège avec des résultats moyens, bien loin de l'excellence qu'il affichait avant. Il s'inscrit dans un lycée technique, étudie la comptabilité comme son père, pas par passion, mais par facilité, par manque d'ambition ou d'énergie pour imaginer un autre avenir. Il a peu d'amis, sort peu, préfère rester seul dans sa chambre. À 18 ans, alors qu'il devrait penser aux fêtes et aux filles, il est déjà marqué par quelque chose que ses camarades ne connaissent pas, la perte irrémédiable, le deuil impossible d'une sœur dont on ne sait pas si elle est morte ou vivante.
En 1995, 7 ans après la disparition, il y a une nouvelle alerte. Un corps d'enfant est découvert dans un terrain vague près de Vienne, à 30 km au sud de Lyon. L'enfant a environ une dizaine d'années. Le corps est très décomposé. La police contacte les Fontaine. Les analyses ADN, qui commencent à être utilisées en France à cette époque, sont effectuées. Les résultats arrivent après 2 semaines d'attente atroce. Ce n'est pas Léa. Claire s'effondre de soulagement et de désespoir mêlés. Est-ce mieux ou pire de savoir que sa fille n'a pas été retrouvée morte? Elle ne sait plus. Les années 2000 arrivent. Julien a maintenant 26 ans. Il travaille dans la même entreprise que son père, dans un bureau différent. Ils se croisent parfois dans les couloirs, se saluent brièvement, retournent à leurs chiffres. Julien a une petite amie, Sophie, une collègue du service des ressources humaines. Elle est gentille, patiente. Elle essaie de comprendre pourquoi Julien semble toujours ailleurs, pourquoi il refuse de parler de sa famille. Il se marie en 2003. Une cérémonie simple à la mairie, sans grande fête. Claire y assiste, souriante en apparence, brisée à l'intérieur. Michel fait un discours bref et factuel. Léa n'est pas mentionnée, mais sa présence invisible pèse sur toute la journée. En 2008, 20 ans après la disparition, un journaliste d'un magazine régional fait un article sur les affaires non résolues de Lyon. Il consacre 2 pages à la disparition de Léa Fontaine. Il republie sa photo d'école, interviewe brièvement Claire et Michel. L'article relance l'intérêt pendant quelques semaines. De nouveaux témoignages arrivent à la police. Un homme prétend avoir vu Léa dans un cirque itinérant en Espagne. Une femme affirme qu'elle connaît l'identité du ravisseur. Toutes ces pistes sont explorées, toutes mènent à des impasses. Claire a maintenant 54 ans. Elle prend sa retraite anticipée de l'enseignement. Elle dit qu'elle veut voyager, profiter de la vie. En réalité, elle ne supporte plus d'être entourée d'enfants de l'âge qu'avait Léa. Michel, 67 ans, prend également sa retraite. Le couple reste dans l'appartement de la rue de la Favorite. Ils auraient pu déménager, partir ailleurs, recommencer. Mais partir, ce serait abandonner Léa définitivement. Et si elle revenait un jour? Et si elle cherchait l'appartement et ne le trouvait plus? Julien et Sophie ont 2 enfants, une fille née en 2004 et un garçon né en 2007. Julien regarde grandir sa fille avec une angoisse permanente. Il est surprotecteur, presque étouffant. Il lui interdit de sortir seul, même à 10 ans. Il vérifie 10 fois où elle est, avec qui, à quelle heure elle rentre. Sophie s'inquiète. Elle trouve le comportement de Julien excessif. Ils se disputent à ce sujet. Julien ne peut pas expliquer. Comment dire à sa femme qu'il voit le visage de sa sœur disparu chaque fois qu'il regarde sa fille? Les années continuent de s'écouler. 2010, 2015, 2018. L'affaire Léa Fontaine est maintenant classée parmi les cold cases, ces affaires froides qui restent ouvertes mais n'ont plus d'enquêteurs dédiés. Les dossiers sont dans les archives du commissariat, prenant la poussière. Garnier, l'inspecteur initial, est mort d'un cancer en 2012. Plus personne ne cherche activement Léa. Mais quelque part à Lyon, dans un endroit abandonné que personne ne visite plus, une médaille en argent attend dans l'obscurité. Une médaille gravée avec les mots « À Léa, avec tout mon amour, grand-mère Marguerite, Noël 1986 ». Cette médaille va bientôt être découverte. Et quand elle le sera, elle va déclencher une série d'événements qui vont enfin, après 31 ans, révéler la vérité. Décembre 2019. Lyon se prépare à célébrer Noël une fois de plus. Les rues sont décorées, les vitrines scintillent. La grande roue de la place Bellecour attire les familles. Mais dans le 5e arrondissement, un événement apparemment banal va bouleverser l'existence de la famille Fontaine. Le cinéma Le Palace, rue de la Martinière, est abandonné depuis 2007. C'était autrefois une salle prestigieuse, construite dans les années 50, avec son architecture art déco et ses 600 fauteuils en velours rouge. Mais comme beaucoup de cinémas de quartier, il n'a pas résisté à la concurrence des multiplexes. Les propriétaires ont fermé boutique et depuis, le bâtiment se dégrade lentement.
Les fenêtres sont condamnées par des planches, les affiches de films s'effacent sur la façade, les pigeons ont investi les combles. En novembre 2019, la mairie de Lyon décide de racheter le terrain pour construire un nouveau complexe de logements sociaux. Un promoteur immobilier, la société Habitat Lyonnais, obtient le contrat de démolition. Les travaux doivent commencer en décembre pour être terminés avant le printemps 2020. Le 2 décembre, une équipe de 5 ouvriers arrive sur le site. Parmi eux, il y a Thomas Villeneuve, 38 ans, chef de chantier. C'est un homme consciencieux qui prend son travail au sérieux. Avant de commencer la démolition proprement dite, il faut inspecter le bâtiment, vérifier qu'il ne contient rien de dangereux, amiante, conduite de gaz, matériaux toxiques. Il faut aussi, conformément à la loi, s'assurer qu'aucun squatteur ou sans-abri ne se trouve à l'intérieur. L'inspection commence par les étages supérieurs, les anciennes salles de projection, les bureaux administratifs, les toilettes publiques. Tout est dans un état de délabrement avancé. Le plafond s'est effondré par endroits, laissant apparaître les poutres métalliques. Des graffitis couvrent les murs. Des seringues et des canettes vides jonchent le sol, témoignage du passage de toxicomanes. Mais pas de présence humaine actuelle. Le 5 décembre, l'équipe descend au sous-sol. C'est là que se trouvaient les anciennes réserves du cinéma, les locaux techniques et une petite zone qui servait de vestiaire au personnel. L'accès se fait par un escalier étroit et raide. Il n'y a pas d'électricité. Les ouvriers utilisent des lampes frontales et des lampes torches puissantes. Le sous-sol est humide. On entend le bruit de l'eau qui suinte des murs. L'odeur est âcre, mélange de moisissure, de rouille et de pourriture. Thomas Villeneuve avance prudemment, testant chaque marche avant d'y poser son poids. Le sous-sol est divisé en plusieurs petites pièces. La première est pleine de vieux rouleaux de film, des bobines de 35 mm entassées n'importe comment. Thomas en prend une au hasard, lit l'étiquette. Les parapluies de Cherbourg, 1964. Une pièce d'histoire du cinéma qui finira à la décharge. La deuxième pièce contient des meubles cassés. Des fauteuils éventrés dont la mousse s'échappe, des tables sans pieds, des armoires métalliques rouillées. Thomas note mentalement qu'il faudra faire venir un camion spécial pour évacuer tout ça. La troisième pièce est la plus petite. Elle mesure environ 3 mètres sur 4. Elle devait servir de débarras. Il y a des étagères métalliques contre les murs, presque toutes effondrées. Le sol est jonché de débris, morceaux de plâtre tombés du plafond, fragments de verre, papier moisi. Thomas balaye l'espace avec sa lampe frontale. Il s'apprête à ressortir quand son faisceau lumineux accroche quelque chose dans un coin, à moitié enfoui sous un tas de vieux journaux et de gravats. Il s'approche, se baisse, écarte les débris avec ses mains gantées. C'est un petit objet métallique. Il le ramasse, le frotte contre sa manche pour enlever la poussière. C'est une médaille religieuse en argent, ovale, représentant la Vierge Marie sur une face. Thomas la retourne. Sur l'autre face, il y a une gravure. Il plisse les yeux, approche sa lampe, il peut lire « À Léa, avec tout mon amour, grand-mère Marguerite, Noël 1986 ». Thomas reste immobile un moment, la médaille dans la paume de sa main. Une médaille avec un prénom gravé, trouvé dans un cinéma abandonné. Ce n'est pas normal. Les médailles religieuses, les gens ne les perdent pas facilement. Elles sont attachées à des chaînes, portées autour du cou. Comment celle-ci s'est-elle retrouvée ici, dans ce sous-sol, enfouie sous des débris? Thomas remonte immédiatement. Il montre la médaille à son contremaître, Éric Faure. Les deux hommes se regardent. Ils savent tous les deux qu'ils doivent prévenir la police. Dans leur métier, il leur arrive de trouver des objets étranges dans les bâtiments abandonnés. Une fois, dans une vieille usine, ils ont trouvé un coffre-fort contenant des bijoux qui s'est révélé être le butin d'un cambriolage vieux de 20 ans. Une autre fois, dans un immeuble désaffecté, ils ont découvert un squelette humain, celui d'un sans-abri mort de froid. À 13h30, Thomas appelle le commissariat du 5e arrondissement. Il explique la situation. On lui dit d'attendre sur place. Des policiers vont venir. À 14h10, 2 agents en uniforme arrivent. Thomas leur montre la médaille, les conduit au sous-sol, leur montre l'endroit exact où il l'a trouvée.
Les policiers prennent des photos, mettent la médaille dans un sachet plastique scellé. De retour au commissariat, un des agents saisit la médaille dans la base de données des objets recherchés. Il entre le numéro de gravure, la description. L'ordinateur mouline quelques secondes. Puis, un fichier s'affiche. Un fichier créé en 1988 et jamais fermé. Léa Fontaine, 9 ans, disparue le 24 décembre 1988 à Lyon. Objet porté au moment de la disparition. Médaille religieuse en argent avec gravure. L'agent reste bouche bée devant l'écran. Il appelle son supérieur. En moins d'une heure, l'information remonte la chaîne hiérarchique. Le capitaine Émilie Dumas, 39 ans, responsable de la brigade criminelle, prend l'affaire en main. Dumas connaît le nom de Léa Fontaine. Qui ne le connaît pas dans la police lyonnaise? C'est une de ces affaires qui reste gravée dans les mémoires, comme un échec collectif. Une enfant disparue sans trace pendant une messe de Noël. Dumas avait 18 ans à l'époque. Elle était au lycée. Elle se souvient avoir vu les affiches dans toute la ville. Le 6 décembre au soir, Dumas se rend personnellement rue de la Favorite, accompagné d'un collègue. Elle sonne à la porte de l'appartement des Fontaines. C'est Michel qui ouvre. Il a maintenant 68 ans, les cheveux complètement blancs, le dos légèrement voûté. Il regarde les deux policiers en uniforme avec une expression indéchiffrable. Puis il dit, d'une voix monocorde, « Vous l'avez retrouvé. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation. » Comme s'il attendait ce moment depuis 31 ans. Comme s'il savait que ce jour viendrait forcément. Dumas secoue la tête. « Non, monsieur Fontaine. Nous n'avons pas retrouvé votre fille, mais nous avons retrouvé sa médaille. » Michel reste figé. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Puis il recule d'un pas, s'appuie contre le mur du couloir. « Sa médaille » répète-t-il. « Où ?»« Dans un cinéma abandonné, le Palace, rue de la Martinière. Est-ce que ce lieu vous dit quelque chose ?» Michel secoue la tête lentement. « Non, aucun. Nous n'y sommes jamais allés. Léa n'y est jamais allée. » Claire apparaît derrière son mari. Elle a 65 ans maintenant, mais paraît 10 ans de plus. Son visage est creusé de rides profondes. Ses cheveux, autrefois châtains, sont maintenant gris, tirant sur le blanc. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle d'une voix faible. Dumas répète l'information. Claire porte ses mains à sa bouche. « Oh mon Dieu !» murmure-t-elle. « Oh mon Dieu ! Elle était là-bas tout ce temps ?» Nous ne savons pas encore, Madame Fontaine. Pour l'instant, nous n'avons trouvé que la médaille. Nous allons fouiller le bâtiment de fond en comble, et nous allons rouvrir l'enquête. Cette nuit-là, Claire ne dort pas. Elle reste assise dans la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains, regardant dans le vide. Michel est dans le salon, dans le noir, assis dans son fauteuil. Ils ne se parlent pas. Chacun est perdu dans ses propres pensées, ses propres souvenirs, ses propres terreurs sur ce qu'on va peut-être découvrir dans ce cinéma. Le 7 décembre, le cinéma Le Palace est transformé en scène de crime. Des rubans de police délimitent le périmètre. Une équipe de techniciens en combinaison blanche investit le bâtiment. Ils vont tout passer au peigne fin. Chaque pièce, chaque recoin, chaque centimètre carré. Ils utilisent des détecteurs spéciaux pour repérer d'éventuelles traces de sang, même très anciennes. Ils prélèvent des échantillons de terre, de poussière, de fibres. Les recherches durent 5 jours. Le sous-sol est particulièrement scruté. On dégage tous les débris, on soulève les planches pourries, on inspecte même les canalisations. Les journaux locaux parlent de découvertes majeures dans l'affaire Léa Fontaine. Des caméras de télévision stationnent devant le cinéma. Des badauds se massent derrière les barrières, espérant apercevoir quelque chose. Le 12 décembre, Dumas convoque une conférence de presse. Les journalistes attendent une annonce fracassante. On va enfin savoir ce qui est arrivé à Léa Fontaine. Mais Dumas les déçoit. Malgré des recherches approfondies, nous n'avons trouvé aucun corps, aucun reste humain dans le cinéma Le Palace. Nous avons retrouvé la médaille de Léa Fontaine, c'est un fait. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas établir comment ni quand cette médaille s'est retrouvée là. L'enquête continue. Les questions fusent. Est-ce que Léa était dans ce cinéma la nuit de sa disparition? Est-ce qu'elle a été tuée là-bas? Qui avait accès à ce cinéma en 1988?
Dumas répond avec prudence. Nous examinons toutes les hypothèses. Le cinéma était en activité en 1988. Il fonctionnait normalement. Des centaines de personnes y allaient chaque semaine. Le sous-sol était accessible au personnel. Nous allons retrouver les employés de l'époque et les interroger. Cette dernière phrase fait mouche. Les employés du cinéma. Voilà une piste concrète. Dumas et son équipe vont maintenant se lancer dans une course contre le temps et contre l'oubli pour reconstituer qui travaillait dans ce cinéma il y a 31 ans. Et si l'un d'eux pourrait avoir un lien avec la disparition de Léa. Les dossiers concernant le cinéma Le Palace sont demandés aux archives municipales. La société qui gérait le cinéma en 1988 s'appelait Cinéma Rhodanien. Elle n'existe plus, elle a fait faillite en 2003, mais ses archives ont été transférées aux archives départementales du Rhône. Le 13 décembre, Dumas et un de ses adjoints, le lieutenant Marc Joubert, se rendent dans le bâtiment austère qui abrite ses archives, boulevard des Tchécoslovaques. Il leur faut 2 jours pour retrouver les documents pertinents. Finalement, ils mettent la main sur les dossiers du personnel du cinéma Le Palace pour la période 1985 à 1990. Les noms apparaissent sur des fiches cartonnées jaunies remplies à la machine à écrire. En décembre 1988, le cinéma employait 12 personnes, un directeur, 2 projectionnistes, 3 ouvreuses, 2 personnes à la caisse, 2 personnes à la confiserie, un technicien de maintenance et un gardien de nuit. Dumas note tous les noms et commence les recherches pour localiser ces personnes 31 ans plus tard. Certaines sont décédées. Le directeur Georges Arnaud est mort en 2014. Un des projectionnistes, Henri Lacombe, est décédé en 2009. Le gardien de nuit, Raymond Petit, est mort en 2016. Les autres sont encore en vie, dispersés aux 4 coins de la France. Les interrogatoires commencent. Dumas se déplace ou convoque les anciens employés un par un. Ils sont maintenant âgés de 55 à 75 ans. Beaucoup ont du mal à se souvenir précisément de décembre 1988. C'était il y a si longtemps. Certains ne se rappellent même pas avoir travaillé au Palace. J'ai eu tellement d'emplois dans ma vie, vous savez. Mais quelques détails émergent progressivement. Sylvie Blanchard, une des anciennes ouvreuses, maintenant âgée de 67 ans et vivant à Toulouse, se souvient de l'ambiance de travail. C'était un bon emploi. Monsieur Arnaud était un patron correct. On avait des horaires réguliers, on pouvait voir les films gratuitement. J'aimais bien ce travail. Se souvient-elle de quelque chose d'inhabituel en décembre 1988 ? Inhabituel ? Non, je ne crois pas. C'était la période de Noël. Il y avait beaucoup de monde. On passait des films de fête. Est-ce qu'elle se souvient de l'affaire Léa Fontaine, cette petite fille disparue pendant la messe de Noël ? Sylvie réfléchit longuement. Oui, vaguement. Ça avait fait la une des journaux, mais je ne vois pas le rapport avec le cinéma. Dumas lui explique qu'on a retrouvé la médaille de Léa dans le sous-sol du cinéma. Sylvie paraît stupéfaite. Dans le sous-sol ? Mais personne ne descendait là-bas. Enfin, personne sauf le personnel. Et encore, on n'y allait que rarement. Qui avait les clés du sous-sol ? Le directeur, bien sûr. Et le technicien de maintenance, je crois. Et peut-être le gardien de nuit. Dumas prend note. Le technicien de maintenance s'appelait Alain Mercier. Il vit maintenant à Saint-Étienne. Dumas se rend chez lui le 17 décembre. Mercier a 62 ans. C'est un homme massif avec des mains énormes abîmées par des années de travail manuel. Il reçoit Dumas dans son petit pavillon de banlieue. Il est méfiant d'emblée. « Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai rien fait. » Dumas le rassure. « Nous ne vous accusons de rien, monsieur Mercier. Nous cherchons simplement des informations sur le cinéma, le Palace où vous travailliez il y a 31 ans. » Mercier se détend légèrement. Il raconte son travail. Il s'occupait de tout ce qui était réparation, plomberie, électricité, peinture. C'était un vieux bâtiment. Il y avait toujours quelque chose à réparer. Est-ce qu'il descendait souvent au sous-sol ? Oui, assez souvent. C'est là qu'étaient les conduites principales, le tableau électrique. Est-ce que vous vous souvenez de décembre 1988 ? Mercier fronce les sourcils.
1988. Non, pas particulièrement. Pourquoi? Dumas lui parle de la disparition de Léa Fontaine, de la médaille retrouvée. Mercier écoute attentivement. Son visage ne trahit aucune émotion particulière. Je me souviens de cette affaire, oui. Toute la ville ne parlait que de ça, mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec le cinéma. La médaille de la petite fille a été retrouvée dans le sous-sol du cinéma. Pouvez-vous expliquer comment elle aurait pu arriver là? Mercier reste silencieux un long moment. Puis, il hausse les épaules. Je ne sais pas. Des gens descendaient peut-être au sous-sol sans que je le sache. Ou peut-être que quelqu'un a perdu cette médaille en visitant le cinéma et qu'elle a fini au sous-sol d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous étiez au travail le 24 décembre 1988? Mercier réfléchit. Le 24 décembre. C'était un samedi, je crois. Les samedis, je travaillais parfois. Mais je ne me souviens pas précisément. Dumas demande l'autorisation de consulter ses relevés bancaires de l'époque pour vérifier s'il a été payé ce jour-là. Mercier accepte. Les vérifications montreront plus tard qu'effectivement, Mercier était en poste le 24 décembre 1988. Il a effectué sa journée de travail de 14 heures à 22 heures. Mais être au travail ne prouve rien. Des centaines de personnes étaient au cinéma ce soir-là, entre les spectateurs et le personnel. Dumas a besoin de plus. Elle a besoin de comprendre comment Léa Fontaine aurait pu se retrouver dans ce cinéma qui se trouve à plus de 800 mètres de l'église Saint-Just. Le 19 décembre, Dumas retourne sur les lieux. Elle se place devant l'église Saint-Just, là où la famille Fontaine a assisté à la messe. Elle chronomètre le temps nécessaire pour aller à pied jusqu'au cinéma Le Palace. En marchant normalement, il faut 11 minutes. En marchant vite, 8 minutes. Pour une petite fille de 9 ans, peut-être un peu plus, disons 10 à 12 minutes. Léa est sortie pour aller aux toilettes vers 21h15. Sa mère s'est inquiétée vers 21h30. Cela laisse une fenêtre de 15 minutes. Est-ce qu'en 15 minutes, quelqu'un aurait pu emmener Léa de l'église au cinéma? Techniquement, oui. Mais pourquoi et comment? Dumas échafaude plusieurs hypothèses. Hypothèse numéro 1. Léa a été abordée par quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Cette personne lui a demandé de la suivre sous un prétexte quelconque. Elles sont sorties de l'église ensemble, discrètement, par la porte de service. Elles ont marché jusqu'au cinéma. Une fois là-bas, quelque chose s'est passé. Quoi? Un accident? Un meurtre prémédité? Hypothèse numéro 2. Léa a été enlevée de force. Quelqu'un l'attendait près de la porte de service. Cette personne l'a saisie, l'a fait taire, l'a emmenée. Mais dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il pas eu de témoins? La ruelle derrière l'église n'était pas complètement déserte. Madame Caron avait entendu une voiture. Peut-être que la voiture a emmené Léa au cinéma. Hypothèse numéro 3, la plus troublante. Léa est allée au cinéma de son plein gré. Elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Mais qui et pourquoi une enfant de 9 ans aurait-elle rendez-vous avec quelqu'un pendant la messe de Noël? Dumas décide de revoir tous les témoignages de 1988. Elle fait ressortir tous les dossiers des archives, s'installe dans son bureau avec des litres de café et passe les 10 jours suivants à relire chaque page, chaque note, chaque détail. Elle cherche quelque chose qui aurait été manqué à l'époque. Un détail apparemment insignifiant qui prendrait un nouveau sens maintenant qu'on sait où la médaille a été retrouvée. Et c'est là qu'elle trouve. Une petite note griffonnée par l'inspecteur Garnier le 28 décembre 1988. Interrogé Julien Fontaine, 14 ans, frère de la disparue. Le garçon semble très affecté. A été vu en train de pleurer dans la rue par un voisin. Quand questionné, dit qu'il se sent coupable de ne pas avoir mieux surveillé sa sœur. Comportement normal pour un frère aîné. Pas de suspicion. Dumas relit cette note plusieurs fois. Quelque chose la chiffonne. Elle convoque Julien Fontaine pour un entretien. Elle ne l'accuse de rien. Elle veut simplement parler avec lui. Julien, maintenant âgé de 45 ans, se présente au commissariat le 2 janvier 2020. Dumas le reçoit dans une salle d'interrogatoire. Mais l'atmosphère est détendue. Elle lui offre un café et le remercie d'être venu. Julien est tendu. Il a les mains crispées sur ses genoux. Dumas commence doucement.
Monsieur Fontaine, je sais que c'est douloureux pour vous de reparler de votre sœur. Mais la découverte de sa médaille change la donne. Nous avons peut-être une chance de comprendre enfin ce qui s'est passé. Julien hoche la tête sans parler. Je voudrais que vous me racontiez encore une fois cette soirée du 24 décembre 1988. Prenez votre temps. Essayez de vous souvenir de chaque détail, même ceux qui vous semblent sans importance. Julien ferme les yeux, il inspire profondément, puis il commence à parler. Il raconte le trajet jusqu'à l'église, l'arrivée, la messe. Il décrit comment Léa s'est levée pour aller aux toilettes. Et là, pour la première fois depuis 31 ans, il dit ce qu'il a vu. Il y avait un homme, assis quelques rangs derrière nous. Quand Léa est sortie, il s'est levé et il est parti dans la même direction, quelques secondes après elle. Dumas se redresse imperceptiblement sur sa chaise. Vous n'avez jamais mentionné cet homme dans vos dépositions initiales. Julien ouvre les yeux, ils sont remplis de larmes. Je sais, j'aurais dû, mais j'avais 14 ans. Je ne savais pas si c'était important. Et plus le temps passait, plus j'avais peur de parler. J'avais peur qu'on me reproche de ne pas avoir parlé tout de suite. Pouvez-vous me décrire cet homme ? C'était il y a 31 ans. Je ne me souviens pas de son visage, juste qu'il était adulte, pas très grand. Il portait un manteau sombre. Il toussait pendant la messe, ça m'avait agacé. Rien d'autre ? Ses cheveux, son âge approximatif ? Julien secoue la tête. Désolé, c'est tout. Dumas prend des notes. Puis elle pose la question suivante, celle qui va tout changer. Monsieur Fontaine, est-ce que votre famille allait au cinéma ? Est-ce que vous êtes déjà allé au Palace ? Julien réfléchit. Le Palace ? Je ne sais pas. On allait au cinéma de temps en temps, oui, mais je ne me souviens pas des noms des salles. Dumas sort une photo du cinéma Le Palace prise dans les années 80. Elle la montre à Julien. Reconnaissez-vous cet endroit ? Julien examine la photo longuement, puis son visage change. Il pâlit. Oui, je me souviens. On y est allé, avec Léa. L'été avant sa disparition. On avait vu un Disney, je crois. Dumas sent son pouce accélérer. Vous en êtes sûr ? Oui. Léa avait adoré. Elle voulait qu'on y retourne. C'est une information capitale. Léa connaissait le cinéma Le Palace. Elle y était déjà allée. Cela change tout. Si quelqu'un lui avait dit « Viens, on va au cinéma », elle aurait pu le suivre, pensant que c'était une surprise organisée par ses parents. Mais qui aurait fait ça ? Le 3 janvier 2020, Dumas prend une décision audacieuse. Elle va faire appel à la mémoire collective. Elle organise une nouvelle conférence de presse et lance un appel à témoins. Nous cherchons toutes les personnes qui étaient présentes à la messe de Noël à l'église Saint-Just le 24 décembre 1988. Même si vous avez déjà témoigné à l'époque, nous vous demandons de vous manifester à nouveau. Nous cherchons également toutes les personnes qui sont allées au cinéma Le Palace ce soir-là ou dans les jours suivants. Les téléphones du commissariat se mettent à sonner. Des dizaines d'appels, puis des centaines. Certains sont des farfelus, des gens qui veulent juste parler, mais d'autres sont intéressants. Une femme, Martine Perrin, 68 ans, dit qu'elle était à la messe ce soir-là. Elle se souvient d'avoir vu un homme sortir après une petite fille. Il marchait vite, il avait l'air pressé. J'avais trouvé ça étrange sur le moment. Dumas la convoque. « Pouvez-vous décrire cet homme ?» Martine hésite. « C'était il y a si longtemps. Mais je me souviens qu'il n'était pas très grand, plutôt mince. Il portait un manteau sombre, peut-être gris ou marron. Et, attendez, il toussait. Oui, je m'en souviens maintenant. Il toussait pendant la messe. C'est la même description que celle donnée par Julien. Deux témoins indépendants qui décrivent la même personne. L'homme qui toussait, un autre témoignage arrive. Jacques Dumont, 72 ans, ancien employé à la billetterie du cinéma Le Palace. Il avait pris sa retraite peu après la fermeture du cinéma et vivait maintenant dans une maison de retraite à Villeurbanne. Dumas se rend le voir le 5 janvier. Dumont a la mémoire intacte. Je me souviens très bien de mon travail au Palace. J'aimais ce métier. Voir les gens heureux d'aller au cinéma, c'était agréable. Se souvient-il du 24 décembre 1988 ? Le 24 décembre, oui, je travaillais.
On faisait relâche le soir même du 24 pour que les gens puissent fêter Noël en famille. Mais on ouvrait l'après-midi. À quelle heure avez-vous fini votre service ce jour-là? Vers 18 heures, je dirais. On fermait les caisses et on rentrait chez nous. Donc le cinéma était fermé le soir du 24. Cela complique les choses. Si le cinéma était fermé, comment Léa aurait-elle pu y entrer, à moins que... Est-ce que certains employés restaient après la fermeture? Dumont réfléchit. Le gardien de nuit, oui. Et parfois le technicien de maintenance, s'il avait des réparations à terminer. Alain Mercier. Le technicien de maintenance. Dumas se souvient de son interrogatoire. Il avait dit qu'il ne se souvenait pas s'il travaillait ce soir-là, mais les registres avaient confirmé qu'il était bien en poste, de 14 heures à 22 heures. Donc, Mercier était au cinéma Le Palace le soir de la disparition de Léa. Le cinéma était fermé au public, et Mercier avait accès au sous-sol. Dumas retourne vérifier les dossiers de l'enquête initiale. Est-ce qu'Alain Mercier avait été interrogé en 1988? Elle parcourt tous les procès-verbaux. Non, Mercier n'avait jamais été interrogé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, personne ne faisait le lien entre la disparition de Léa et le cinéma Le Palace. Aucune raison de questionner les employés d'un cinéma situé à 800 mètres de l'église. Dumas doit maintenant vérifier quelque chose. Elle retourne voir Sylvie Blanchard, l'ancienne ouvreuse. Vous souvenez-vous d'Alain Mercier, le technicien de maintenance? Mercier? Oui, vaguement. C'était un homme discret. Il ne parlait pas beaucoup. Avait-il une particularité physique ou comportementale? Sylvie réfléchit longuement. Puis soudain, son visage s'éclaire. Maintenant que vous le dites, oui, il toussait tout le temps. Il avait un problème de bronche chronique, je crois. Il fumait beaucoup, ça n'arrangeait rien. Le cœur de Dumas bat à tout rompre. L'homme qui toussait. Alain Mercier. Le 7 janvier, Dumas se rend à nouveau à Saint-Étienne avec une équipe complète. Cette fois, ce n'est plus une simple visite courtoise, c'est une perquisition. Mercier est réveillé à 6 heures du matin par des coups violents à sa porte. Il ouvre, encore en pyjama, et trouve 6 policiers sur son perron. « Alain Mercier, nous avons un mandat de perquisition. Veuillez vous habiller et nous accompagner. » Mercier ne résiste pas. Il s'habille lentement, méthodiquement. Son visage ne trahit aucune émotion. Pendant ce temps, les techniciens fouillent la maison. Ils prennent des photos, saisissent des objets, retournent chaque pièce. Dans le garage, ils trouvent une boîte métallique fermée à clé. Mercier est interrogé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des vieux souvenirs, des photos. La boîte est ouverte. À l'intérieur, il y a effectivement des photos. Des photos de Mercier jeune, de sa famille, de ses années de travail. Et au fond de la boîte, enveloppé dans un morceau de tissu, il y a un petit manteau, un manteau d'enfant, bleu marine. Le manteau est envoyé au laboratoire pour analyse. Les résultats arrivent 3 jours plus tard. L'ADN trouvé sur le manteau correspond à celui de Claire Fontaine. Ce manteau appartenait à Léa. C'est le manteau qu'elle portait le soir de sa disparition. Le 10 janvier 2020, Alain Mercier est placé en garde à vue. Dumas l'interroge pendant des heures. Au début, Mercier nie tout. « Je ne sais pas d'où vient ce manteau. Quelqu'un l'a mis dans ma boîte. Je n'ai rien fait. » Mais face aux preuves qui s'accumulent, face à la pression de l'interrogatoire, face peut-être aussi au poids de 31 ans de secret, Mercier finit par craquer. Le 12 janvier, à 3 heures du matin, il demande à parler à Dumas. Seul à seul, Dumas entre dans la salle d'interrogatoire. Mercier est assis, les épaules voûtées, le visage dans les mains. Il relève la tête. Ses yeux sont rouges. « Je vais vous raconter ce qui s'est passé, dit-il d'une voix brisée, mais je veux que vous sachiez une chose. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Jamais. » Et il commence son récit. La vérité sur ce qui est arrivé à Léa Fontaine le 24 décembre 1988. Alain Mercier parle pendant près de 2 heures. Dumas enregistre tout. Ce qui suit est la transcription de ses aveux, légèrement condensés mais fidèles aux faits. J'étais au travail ce soir-là.
Le cinéma était fermé au public, mais j'avais des réparations à terminer. Il y avait un problème avec le chauffage dans une des salles. Je devais finir avant le lendemain. J'étais seul dans le bâtiment. Le gardien de nuit ne venait qu'à minuit. Vers 21h30, j'étais au sous-sol, en train de vérifier les tuyaux de chauffage. J'entends du bruit à l'étage, des pas. Je remonte pour voir ce qui se passe. Et là, je trouve une petite fille dans le hall d'entrée. Elle est seule. Elle porte une robe rouge et un manteau bleu. Elle a l'air perdue. Je lui demande ce qu'elle fait là. Elle me dit qu'elle s'appelle Léa. Elle me dit qu'un monsieur lui a dit que ses parents l'attendaient au cinéma, qu'ils avaient une surprise pour elle, qu'elle devait venir vite. Je comprends tout de suite que quelque chose ne va pas. Quel monsieur? Elle ne sait pas son nom. Il était à la messe avec eux, il avait l'air gentil. Il lui a dit de le suivre. Je sors du cinéma avec elle. Je regarde dans la rue. Personne. Le monsieur dont elle parlait est parti. Il l'a amené ici et il est reparti. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était incompréhensible. Un piège? Une blague cruelle? Je ne comprenais pas. Je demande à Léa où habitent ses parents. Elle me donne l'adresse, rue de la Favorite. Je lui dis qu'on va les appeler. On rentre dans le cinéma. Il n'y a pas de téléphone dans le hall. Le seul téléphone est dans le bureau du directeur, au premier étage. J'emmène Léa là-haut, mais quand j'arrive au bureau, je me rends compte que je n'ai pas la clé. La clé est dans mon vestiaire, au sous-sol. Je dis à Léa de m'attendre dans le bureau. Je descends chercher la clé. Ça me prend 2, peut-être 3 minutes. Quand je remonte, je trouve Léa debout sur une chaise. Elle essaie d'atteindre quelque chose sur une étagère haute, une boîte de bonbons que le directeur gardait là. La chaise est instable. Elle bouge. Et là, sous mes yeux, la chaise bascule. Léa tombe. Elle tombe en arrière. Sa tête heurte le coin du bureau. Un bruit horrible. Elle s'effondre au sol. Elle ne bouge plus. Je me précipite vers elle. Je la prends dans mes bras. Elle a les yeux ouverts, mais elle ne me voit pas. Il y a du sang, beaucoup de sang. Je lui parle. Je lui crie de se réveiller. Mais elle ne répond pas. Je cherche son pouls. Je ne le trouve pas. Je comprends. Elle est morte. Cette petite fille est morte dans mes bras. Et là, je panique. Je panique comme je n'ai jamais paniqué de ma vie. Je réalise ce qui va se passer. On va croire que c'est moi, que je l'ai tuée, que je l'ai attirée ici. Personne ne croira qu'elle est venue avec un autre homme. Quel autre homme? Il n'existe pas. J'ai 60 ans. J'ai passé ma vie à essayer d'être respectable. Et maintenant, je vais être accusé d'avoir tué une enfant. Je sais que c'est mal. Je sais que je devrais appeler la police, expliquer, dire la vérité. Mais la peur est plus forte. Je me dis que si personne ne sait qu'elle est venue d'ici, personne ne fera le lien avec moi. Je décide de cacher le corps. Je la porte au sous-sol. C'est le seul endroit où je peux aller. Je cherche un endroit discret. Il y a une petite pièce au fond qui sert de débarras. Je pose Léa par terre. Je remarque que sa médaille s'est détachée pendant la chute. Je la ramasse. Je la mets dans ma poche. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pense qu'on pourrait l'identifier grâce à ça. Puis je retourne dans le bureau. Je nettoie le sang. Je remets la chaise en place. J'efface toute trace de ce qui s'est passé. Ça me prend 1 heure. Quand j'ai fini, on ne peut plus rien voir. Je repars au sous-sol. Je regarde Léa. Elle est si petite, si fragile. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je vais chercher des sacs dans une réserve. Je mets le corps dedans, plusieurs couches. Je ne veux pas qu'elle soit à même le sol, mais je ne peux pas la laisser là. Le lendemain, le 25 décembre, le cinéma est fermé. Mais le 26, les autres vont revenir. Ils vont peut-être descendre au sous-sol. Je dois trouver une meilleure solution. Le 25 au matin, je reviens au cinéma. Personne n'est là. Je descends au sous-sol. J'ai apporté des outils. Il y a un mur en briques dans la petite pièce du débarras. Un vieux mur. Je décide de faire un trou dedans, de placer le corps à l'intérieur et de remurer. Ça me prend toute la journée. Je travaille lentement, silencieusement. À la fin, le corps est derrière le mur. Je rebouche les trous du mieux que je peux. Je mets des étagères devant pour cacher les traces. Puis, je place des cartons, des vieux objets. Personne ne regardera là. La médaille, je l'ai gardée. Je ne sais pas pourquoi.
Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. C'était la seule chose qui restait d'elle. Je l'ai mise dans ma boîte de souvenirs avec mes photos. Comme un remords physique que je gardais avec moi. Pendant des semaines, je ne dors pas. Je vois son visage partout. Les affiches dans la ville avec sa photo. Les journaux, la télévision, ses parents qui pleurent. J'ai envie de me dénoncer, mais la peur est toujours là. Et puis, je me dis qu'elle est morte, que ça ne la ramènera pas, que détruire ma vie ne changera rien pour elle. Les années passent, l'enquête s'arrête, les gens oublient. Moi, je n'oublie jamais. Chaque jour, je pense à elle. Chaque nuit, je la vois tomber de cette chaise. Je bois pour oublier. Ça ne marche pas. Je fume pour me calmer. Ça ne marche pas non plus. En 2007, le cinéma ferme. Je sais que son corps est toujours là. Je pense que peut-être, quand le bâtiment sera démoli un jour, on le trouvera. Mais les années passent et rien ne se passe. Le bâtiment reste debout, abandonné. Puis, vous trouvez la médaille. Je ne sais pas comment. Je l'avais jetée dans le sous-sol avant que le cinéma ne ferme. Je ne pouvais plus la garder, elle me brûlait les mains, je pensais qu'elle resterait là pour toujours, dans le noir. Mais vous l'avez trouvée, et maintenant tout s'écroule. Tout ce que j'ai essayé de cacher pendant 31 ans ressort à la lumière. Mercier s'arrête de parler. Il pleure. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. Dumas reste immobile, assimilant ce qu'elle vient d'entendre. C'est une vérité terrible, pas celle qu'elle attendait, pas un enlèvement, pas un meurtre prémédité. Juste un accident, suivi d'un choix désastreux fait par peur. L'homme qui a amené Léa au cinéma, demande Dumas. Vous ne l'avez jamais vu? Vous ne savez pas qui c'était? Mercier secoue la tête. Non, je ne comprends toujours pas. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi amener une enfant seule dans un cinéma fermé et repartir? Ça n'a aucun sens. Sauf si quoi? Sauf si cette personne voulait qu'il arrive quelque chose à Léa. Sauf si c'était délibéré. Dumas frissonne. Cette possibilité lui avait traversé l'esprit. Quelqu'un avait-il utilisé Mercier sans qu'il le sache? Quelqu'un avait-il planifié que Léa se retrouve seule dans ce cinéma, espérant qu'il lui arrive quelque chose? Le 13 janvier, avec l'accord du procureur et la présence de la famille Fontaine, des équipes de démolition retournent au cinéma Le Palace. Cette fois, ils savent exactement où creuser. Ils descendent au sous-sol, dans la petite pièce du débarras. Ils cassent le mur en briques que Mercier a désigné. Et ils trouvent les restes de Léa Fontaine. Enveloppés dans des sacs plastiques noirs, derrière une couche de briques et de mortier. Après 31 ans, la petite fille rentre enfin chez elle. Les analyses médico-légales confirment l'histoire de Mercier. Léa est morte d'un traumatisme crânien compatible avec une chute. Il n'y a aucune trace de violence sexuelle, aucune trace de coup. C'était bien un accident. Un terrible accident qui a été transformé en tragédie par la panique et la lâcheté d'un homme. Alain Mercier est jugé en octobre 2020. Il est condamné pour non-assistance à personne en danger, dissimulation de cadavre et entrave à la justice. Il écope de 15 ans de prison. Pendant le procès, il lit une lettre aux parents de Léa. « Je ne peux pas vous demander de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai privé votre fille de sa vie. Je vous ai privé de la vérité pendant 31 ans. J'ai été un lâche. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je passe le reste de ma vie à regretter ce soir de décembre 1988. » Claire et Michel Fontaine assistent au procès sans jamais prendre la parole. À la fin, quand la sentence est prononcée, Claire se lève et sort de la salle. Michel reste assis quelques minutes de plus, regardant Mercier être emmené par les gendarmes. Puis il se lève aussi et sort. Mais il reste une question. L'homme mystérieux. L'homme qui a amené Léa au cinéma. L'homme qui tout sait. Qui était-il? Dumas et son équipe continuent d'enquêter. Ils reprennent tous les témoignages de 1988. Ils recoupent les descriptions. Ils cherchent qui, parmi les personnes présentes à la messe, correspond au profil. Et là, en mars 2021, une nouvelle piste émerge. Un homme, André Collet, 75 ans, vivant à Grenoble. Il était présent à la messe ce soir-là. Il a été interrogé brièvement en 1988. Il avait dit qu'il n'avait rien vu.
Mais une ancienne voisine des Fontaines se souvient maintenant de quelque chose. Collet avait été vu plusieurs fois dans le quartier, rôdant près de l'école. Il posait des questions sur les enfants. Il était bizarre. Collet est interrogé. Au début, il nie. Puis, face aux preuves, à la concordance des témoignages, il finit par admettre. Oui, c'était lui. Il avait abordé Léa aux toilettes de l'église. Il lui avait dit que ses parents l'attendaient au cinéma pour une surprise. Il savait que le cinéma était fermé. Il espérait qu'elle se perdrait, qu'elle aurait peur, qu'elle serait vulnérable. Il comptait la suivre discrètement, attendre le bon moment. Mais en arrivant près du cinéma, il avait paniqué. Il avait vu quelqu'un sortir, Mercier probablement. Il avait eu peur d'être vu. Il était reparti. Il n'avait jamais su ce qui était arrivé ensuite. Collet est condamné pour complicité dans la mort de Léa, même s'il n'a pas directement causé l'accident. Il est condamné pour avoir mis en place les circonstances qui ont mené à sa mort. En juin 2021, Léa Fontaine est enterrée au cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon. Ses parents, son frère, ses anciens camarades de classe devenus adultes et des centaines d'inconnus assistent à la cérémonie. L'abbé Marchand, maintenant âgé de 85 ans et retraité, célèbre la messe funéraire. Il parle de Léa comme d'une petite fille joyeuse, qui aimait poser des questions sur Dieu. Il dit que parfois, les plans de Dieu sont incompréhensibles pour nous, que la mort d'un enfant est toujours une tragédie, mais qu'aujourd'hui, enfin, Léa peut reposer en paix. Sur la tombe, Claire fait graver la médaille de Léa, celle qui a été retrouvée. L'inscription reste visible. À Léa, avec tout mon amour, grand-mère Marguerite, Noël 1986. Sous la médaille, un texte, Léa Fontaine, 1979-1988. Fille bien-aimée, sœur chérie, tu nous as manqué chaque jour. Maintenant tu peux enfin rentrer à la maison. Julien Fontaine, lui, ne se remet jamais complètement de la découverte de la vérité. Savoir que sa sœur a été amenée au cinéma par cet homme, Collet, qu'il avait vu mais sur lequel il n'avait rien dit, le dévore de l'intérieur. Il entame une thérapie, il essaie de se pardonner. Sa femme Sophie l'aide, le soutient. Ses enfants, maintenant adolescents, découvrent l'histoire complète de leur tante disparue. Ils comprennent mieux pourquoi leur père était si protecteur, si angoissé. Claire Fontaine décède en août 2022 d'un cancer du poumon. Elle a 68 ans. Les derniers mois de sa vie, elle les passe souvent au cimetière, assise près de la tombe de Léa. Elle lui parle, lui raconte ce qu'elle aurait fait si elle avait vécu. Tu aurais été vétérinaire, comme tu le voulais. Tu aurais eu une vie magnifique. Michel Fontaine vit encore au moment où cette histoire est racontée. Il a 70 ans. Il habite toujours l'appartement de la rue de la Favorite. La chambre de Léa est restée intacte. Il y entre parfois, s'assoit sur le petit lit, regarde les dessins sur les murs. Il ne parle presque plus. Mais parfois, le soir, on peut l'entendre murmurer un nom. Léa. Ce cas nous montre comment une décision prise dans la panique peut transformer un accident tragique en 3 décennies de mensonges et de souffrances. Comment la peur peut amener un homme à commettre l'irréparable, non par malveillance, mais par lâcheté. Et comment parfois la vérité finit par émerger, même après 31 ans, grâce à un objet aussi petit qu'une médaille. Qu'en pensez-vous? Pouviez-vous imaginer que la vérité derrière cette disparition serait si différente de ce que tout le monde supposait? Avez-vous remarqué les indices tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce genre d'affaires mystérieuses. Merci de nous avoir suivis dans cette terrible histoire et à bientôt pour un nouveau cas.